Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue dans ce nouveau webinaire de la série On continue à former. Donc, je suis Christophe Jourdain de la région, je suis de la direction de l'aménagement numérique. Je travaille en étroite collaboration depuis longtemps avec la direction de la formation, parce que j'anime le dispositif communautique. Et depuis le début du confinement, on a mis en place une opération qu'on appelle, comme vous le voyez à l'écran, on continue à former, qui consiste en fait en une série de webinars qu'on a menés depuis le 23 mars sur des outils, des ressources, la pédagogie à distance, etc. pour accompagner les formateurs, formatrices qui sont retrouvés comme tout le monde à distance. Et puis aussi une série de ressources qualifiées ainsi que des forums de discussion. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà leur compte sur oncontinueaformer.fr. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de tous les webinaires, enfin l'ensemble des webinaires qui ont été, qui sont tous enregistrés, et celui-là sera en ligne dès demain. Donc sur oncontinueaformer.fr. J'ai aussi mis en dessous deux autres choses. Donc, c'est le site communautique sur lequel vous pouvez également vous inscrire de manière à avoir l'information qui vous arrive sur les prochains webinaires. Et puis, si vous avez une question, une proposition, etc., n'hésitez pas à utiliser l'adresse mail communautique@normandie.fr. Voilà, écoutez, alors aujourd'hui, on accueille, voilà, aujourd'hui, bien, on accueille, enfin, c'est pas, moi je ne suis que finalement un peu le président de séance et je vais faire l'interface, mais c'est surtout Caroline Olivier et son équipe qui vous ont invité en fait aujourd'hui pour parler de toutes les questions liées à la sortie du confinement pour les porteurs de projets #avenir. Je vais vous demander encore, s'il vous plaît, aux arrivants de bien vouloir enlever votre caméra et votre son. Et puis, bien, je vais laisser la parole à Caroline. Voilà. Alors, moi, je vais enlever aussi ma caméra et mon son. Je suis là. J'invite chacun, en fait, à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et je reviendrai vers vous pour poser les questions ou peut-être aussi dans l'équipe de Caroline. On va peut-être aussi faire un petit tour d'ordinateur de chez nous. Moi, je me suis précisé, peut-être aussi l'équipe de ton équipe, Caroline. Je pense que chaque organisme connaît son interlocuteur. Qu'ils ont l'occasion d'avoir assez régulièrement au téléphone. Donc, je suis pas sûre que ce soit utile parce que le format d'1 heure est assez court. Donc, je propose juste 2-3 petits mots introductifs peut-être. Juste rappeler pourquoi on est là ensemble. Et puis déjà peut-être. Donc Caroline Olivier, direction de la formation tout au long de la vie et chef du service des formations préparatoires et individuelles. Déjà en préambule, vous remercier d'être présent avec nous pour cette petite heure parce que je sais que le contexte n'est pas simple et que vous êtes tous fortement mobilisés, notamment pour permettre un retour ensemble des stagiaires que vous accompagnez. Juste l'idée, donc c'est un premier galop d'essai pour ce webinaire. Vous le savez, donc sur le dispositif de construction de parcours d'accès à la qualification et à l'emploi, on a toujours essayé de mettre en place une logique d'animation entre nos différents opérateurs de formation dans une idée de finalement mutualiser et échanger sur les pratiques. Voilà, pour rien vous cacher, on avait prévu initialement une réunion donc fin mai afin de vous réunir physiquement et pouvoir vous permettre d'échanger ensemble, vous sentir moins isolés par rapport à la mise en place du dispositif #avenir. Le contexte faisant, ça c'est pas possible et finalement on se dit que un format court à distance plus régulier pourrait permettre finalement ces échanges de pratiques. Voilà. Alors là, du coup, on a déclenché ça assez rapidement en se disant peut-être que la sortie du guide, la diffusion du guide Déconfinement Normandie va peut-être vous amener à vous poser des questions spécifiques liées à la mise en œuvre d'#avenir, d'où la thématique. Voilà. On vous a proposé de remonter un certain nombre de questions et finalement, ces questions ont trouvé déjà réponse à notre sens, soit dans le question-réponse qui a été diffusé hier ou avant-hier, voilà, dans la dernière version, soit dans le guide. Donc, on va juste faire en première partie un rappel de ces questions et puis là où vous pouvez trouver les réponses, vous laissez réagir et puis on s'est dit finalement que ça pourrait peut-être être intéressant de permettre à certains d'entre vous de témoigner sur, au regard de ce contexte, comment ils ont mis en place un accueil au sein d'#avenir et comment ils ont mis en place l'analyse des besoins.
Donc voilà, donc du coup, on propose ce format-là pour ce premier webinaire. Voilà. Je ne vais pas être plus longue parce que sinon, on va pas permettre les échanges. Alors, c'est bien ce qu'on attend, quoi. Donc, juste, je vais laisser la main à Simon pour juste rappeler les questions et puis les éléments de réponse. Voilà, et n'hésitez surtout pas, l'idée, c'est bien d'échanger, hein, qu'on ne soit pas dans une information descendante. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à réagir via le chat. Merci à tous. Bien, donc effectivement, je prends le relais. Merci Caroline pour le passage de parole. Donc, pour revenir sur les quelques questions qui ont été posées quand même dans la préparation de ce webinaire, alors comme l'a rappelé Caroline, la plupart des réponses se trouvent dans le guide de déconfinement ou de retour à la normale et le question-réponse qui a été envoyé cette semaine. Donc, 4 thématiques se sont dégagées des questions hein, qu'on a retrouvées, effectivement. Donc, une thématique sur les actions sectorielles, concernant l'assouplissement de la règle de l'effectif en simultané, donc qui n'est pas prévu pour le moment. Hein. L'autorisation de la FOAD sur certains contenus de l'action sectorielle, ça sont des choses qui sont envisageables, si tant est que ce soit validé par le chargé de mission. Rappeler qu'un groupe de travail aussi se réunit concernant les coûts de réalisation qui n'auraient pas été prévus sur les marchés initiaux. Concernant les difficultés également à trouver des entreprises, ça c'est un sujet qui est abordé à la page 5 hein, du guide, les entreprises concernant les recherches de stage. Et rappeler que toutes les questions concernant le statut du stagiaire pendant la période de déconfinement trouvent réponse donc dans le document questions-réponses, notamment à la question 8, hein, donc un retour au statut du stagiaire d'avant confinement à partir du début du mois de juin. Sachant que les rémunérations sont assurées, comme c'était le cas pendant le confinement, jusqu'au 31 mai. Caroline, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? On passe la parole directement au... Non, moi je pense que ça c'est plutôt recueillir. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres éclaircissements par rapport à ces points-là ou pas? Puisque c'était l'objet premier de ce webinaire finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui méritent finalement d'être partagées ou pas? Alors, comme je vois que la liaison est plutôt bonne, on peut peut-être proposer à chacun et chacune, quand vous avez une question, plutôt que d'utiliser le chat comme je l'ai fait, de prendre la parole, d'activer votre vidéo et votre son, et puis de poser la question. Bonjour. J'ai une question complémentaire, si je peux prendre la parole. Fabrice Porterie pour le Greta du Calvados, et en particulier #avenir pour le lot Camp Falaise. On a une vraie interrogation court et moyen terme sur la difficulté de valider un projet professionnel par rapport à des stages qui vont être plus difficiles potentiellement à trouver. Et en fait, on s'interroge sur est-ce que les prérequis pour entrer sur certaines qualifications vont pouvoir être modifiés ou pas, ou adaptés. J'entends par là, pour rentrer sur certaines formations, il y a l'obligation de valider le projet pro à travers des stages. Et si dans certains secteurs, il est peut-être plus difficile d'en trouver à moyen terme, est-ce qu'on peut envisager une adaptation à ce niveau-là? Ok. Alors juste peut-être préciser que, toute question qui va être posée, donc on prend en note et tout ça, et que forcément on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions que vous pourrez, parce que je pense notamment celle-là, Fabrice, non pas que j'essaye de botter en touche, mais ça appelle à des échanges avec nos collègues du service des formations qualifiantes. On n'a pas la main là-dessus. Voilà, de reprendre cette question-là. Juste comme ça, j'aurais envie de dire, moi, j'avais pas en tête, mais peut-être que voilà, que on avait spécifiquement demandé sur certaines formations qualifiantes obligatoirement un stage pour valider le projet. On demande que le projet soit validé. De là qu'il soit validé systématiquement par un stage, je m'interroge par rapport à ça. Je peux me permettre de prendre la parole, là, c'est Dominique Bordy. Ouais.
Oui, parce que effectivement, ce sont des choses qu'on a écrites dans nos engagements pédagogiques du côté qualifiant. Là, on nous demande de réécrire pour le 31 mai les modifications à venir. Et du coup, nous, c'est une question qu'on s'est posée sur les prérequis et compte tenu qu'on ne peut plus non plus mettre en place de stage via Pôle emploi ou Cap emploi et autres. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait effectivement, sur les prérequis, avoir des modifications. On irait plutôt sur, du coup, la motivation de la personne à rentrer en qualif. Parce que sinon, non seulement les gens qui sortent de #avenir ne pourront pas rentrer en qualif, et il y aura beaucoup moins d'entrées en qualif, ce qui serait aussi problématique. Ah ben, je confirme. Donc en fait, de ce que j'entends, c'est que ce n'est pas des prérequis demandés par la région. Le prérequis demandé à la région, c'est avant d'entrer en formation qualifiante d'avoir un projet validé, d'accord? Mais c'est des prérequis supplémentaires que vous avez rajoutés dans vos offres. Et que là, aujourd'hui, finalement, vous avez la main pour modifier ces prérequis puisqu'on vous demande de nous faire part des évolutions significatives de vos offres. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Oui, après Caroline, je pense, je n'ai plus mes CAP en tête sur le qualifiant, mais je pense qu'effectivement, on est garant aussi de la validité. Là, en travaillant avec les collègues de #avenir, en tout cas, de notre point de vue, ça nous semble complètement jouable d'être sur un prérequis, sur de la motivation et non plus sur le stage. Après, on est tous convaincus, je pense, alors je ne vais pas dire autour de la table, parce qu'on n'est pas autour de la table, mais sur le fait que pour valider un projet professionnel, il faut forcément qu'à un moment donné, le candidat ait une bonne vision des conditions de travail et de mise en œuvre d'un métier. Voilà. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à se dire que la meilleure manière d'appréhender ça, c'est le stage. Or, on a toujours défendu le fait que il y a le stage, mais sauf que des fois, le stage ne se déroule pas forcément dans les conditions qu'on aurait souhaitées et donne parfois une vision erronée finalement des conditions de travail. D'où le fait que on a toujours valorisé en complément du stage le fait de pouvoir permettre à des publics, en démarche d'orientation notamment, de pouvoir s'immerger sur un plateau technique de formation qualifiante. Donc, voilà, ça pouvait être une autre solution. Donc, ça, c'est une des pistes que finalement, on a un peu glissé dans le guide Déconfinement Normandie. On vous propose de saisir dans une logique de, on sait bien, hein, évidemment, que les stages vont être compliqués à mettre en œuvre compte tenu de cette période-là. Pour autant, il va bien falloir que les parcours se déroulent quand même. Ça veut dire que sinon, on arrête. Ça sert à rien. Hein, sinon, on arrête le dispositif, on bloque toute la machine, quoi. Voilà. Et on a tous en tête que vous aurez beau faire tous les ajustements possibles par rapport à vos engagements pédagogiques, on sera bien dans une offre qui sera quelque peu, qui sera pas idéale. Hein, mais on fait avec les moyens, on fait aussi avec les moyens qu'on a. Mais là, c'est à vous de voir quelles autres solutions ou quel autre outil. On pensait aussi aux outils d'immersion, de réalité virtuelle, peut-être des films, d'autres outils, voilà, qui permettent aux stagiaires de toucher un peu du doigt la réalité des métiers et que, quand il rentre en formation qualifiante, effectivement, il a une bonne vision des contraintes, des avantages, de chacun des métiers, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre questionnement. Nul n'est tenu à l'impossible. Hein. C'est clair qu'à un moment donné, si vous ne pouvez pas mobiliser les entreprises, c'est qu'il faut trouver d'autres choses. Ce sera certainement moins bien, mais on fait avec les moyens qu'on peut avoir, quoi. Voilà. J'en profite, je reviens sur ces outils de réalité virtuelle dont tu parles, Caroline. Je sais qu'on en avait discuté il y a peu de temps en disant qu'il serait intéressant de reprendre contact avec l'agence de l'orientation si on a certains. Est-ce qu'ils sont à disposition? Comment ça se passe pour les… C'est en cours, Christophe. Ouais, pour tout dire, j'ai essayé de prendre contact, mais la personne n'était pas disponible. Donc, j'attends un retour pour avoir une visibilité de qu'est-ce qui existe. Mais je crois, par exemple, Martine, il me semble que vous saviez… c'était de la Cité des métiers à l'époque, vous vous êtes rapproché d'eux, notamment pour Martine Thomasé, pour justement mobiliser ces outils-là au service des publics #avenir. Peut-être que vous pouvez les… Oui, on s'était rapproché mais c'était dans le cadre d'un… vous m'entendez là? Ouais, super. Ah, plus. Non, on vous entend plus, Martine, là. Et là tu m'entends là? Ah, c'est bon, ouais. Bon.
En fait, on s'était rapproché effectivement de la Cité des métiers. À l'époque, c'était pour animer deux forums pour l'emploi, un à Honfleur et un à Lisieux, qui étaient prévus au mois de mars et le 11 mars de mémoire et le 1er avril. Donc en fait, l'idée c'était de faire venir la Cité des métiers sur le forum pour animer un stand sur la découverte des métiers. Voilà. Donc oui, on s'était rapproché d'eux, on avait travaillé avec eux. Après, on pourrait imaginer effectivement avoir un rapprochement de ce type-là, mais plus sur le centre de formation, par exemple, on pourrait imaginer ça. On pourrait, J'avais en tête que c'était une mise à disposition d'outils, hein, mais là, non, ouais, parce que là, l'idée, c'est finalement comment on peut mettre à disposition des publics que vous accompagnez des outils pouvant être mobilisés à distance pour avoir travaillé sur une meilleure représentation des métiers auprès d'eux, quoi. Oui, je suis pas sûre d'avoir tout saisi de ce que tu disais, mais en fait, nous, on a travaillé vraiment. Il n'y avait pas du tout d'idée de travailler à distance à l'époque. Ouais. C'était que du présentiel. Enfin, c'était même, c'était pas uniquement les faire venir, c'était aussi, on avait travaillé avec eux. Ils avaient formé les stagiaires, enfin des groupes de stagiaires, 2 groupes de 10. Qui accompagnait en fait les professionnels de la Cité des métiers sur les événements afin d'accompagner le public, le grand public en fait, sur l'utilisation de ces outils qui étaient des casques de réalité virtuelle, des tablettes, voilà, enfin. Bon, du coup, à distance, compliqué. à distance, là, non, je peux pas répondre. Okay. Non, mais ok. Non, mais j'avais en tête, j'avais gardé casque réalité virtuelle, mais du coup, ça nécessite du matériel et du présentiel. Ok. Et du présentiel, oui. Ouais, bien sûr. Et ce serait peut-être l'occasion justement de reprendre contact avec eux et voir avec d'autres, hein, parce que j'imagine qu'il y a peut-être d'autres centres aussi qui ont fait ce boulot-là, en France, de dire qu'est-ce qui aujourd'hui est à disposition d'apprenants, enfin de personnes qui sont en orientation et qui ont besoin de connaître des choses sur des métiers. Alors, enlevons la réalité virtuelle, mais ne serait-ce que des vidéos, que parfois voilà, des petits serious games qui ont pu être faits. Je sais que, alors je pense évidemment à celui qui avait été fait il y a quelques années sur les métiers des ports c'était la messe du Cotentin, mais je suppose que dans d'autres régions de France, il y a peut-être ce genre de choses. Ça fait partie des choses qu'on pourrait peut-être, si vous nous en faites la demande, de regarder, on continue à former en disant tiens, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est à disposition et qu'est-ce qui pourrait perdurer même jusqu'au mois de septembre, au mois d'octobre, voire jusqu'en décembre, hein, pour parfois pallier à des stages, en tout cas pas pallier à des stages, mais en tout cas donner une représentation, comme tu disais, Caroline, à distance de certains métiers. Ouais. Est-ce que si je peux me permettre de reprendre la parole, juste en exemple pour mettre les stagiaires à distance en relation avec des professionnels. Par contre, sur #avenir Pays d'Auge, on a expérimenté quelque chose qui était intéressant, et à savoir que on a rassemblé tous les professionnels des réseaux des formateurs, en fait. Et les stagiaires pouvaient être mis en relation avec des professionnels sur les métiers dont ils avaient, qu'ils visaient. Voilà. Donc du coup, il y a eu comme ça des mises en relation de professionnels et de stagiaires qui pouvaient échanger sur la réalité des métiers qu'ils visaient. Voilà. Un peu dans la même logique que les ambassadeurs métiers qu'on avait à l'époque. Ouais. Tout à fait. Ok. Très bien. Merci Martine. Du coup, peut-être que je propose, parce qu'on a sollicité donc deux intervenants pour pouvoir faire part de leur expérience, donc ce serait dommage. Je pense qu'ils repartiraient très frustrés si on n'avait pas l'occasion de leur laisser la parole. Donc je propose peut-être qu'ils puissent témoigner. Donc on avait Madame Tan de Greta de Bernay-Pont-de-Mer. Madame Détraud du Greta Adler, hein, c'est ça? Je me permets, Caroline. Ouais. Madame Détraud du Greta Adler, bonjour. Donc, si vous pouvez allez animer une réunion d'information collective, c'est ça, à distance?
Oui, donc on va vous faire un retour d'expérience avec ma collègue qui est aussi là, Laetitia Tan, hein, qui est notre référente économique. Un retour d'expérience à chaud puisque c'était ce matin. En fait, on s'est mobilisé il y a à peu près un mois en se disant qu'on ne pouvait pas laisser dans la nature des candidats qui nous avaient été prescrits pour les infocols de fin mars. Et on essaie de trouver une idée pour raccrocher tout ça au dispositif. Donc, on a retravaillé sur la présentation de notre information collective. On a allégé le PowerPoint et on s'est mobilisé autour d'un outil de communication comme on a cet après-midi, de manière à ce qu'on puisse à minima avoir une dizaine de personnes qui puissent raccrocher au dispositif. Voilà. Donc, expérience vécue ce matin, on est plutôt satisfait, puisque sur 10 personnes inscrites, 8 étaient présentes et 2 avaient certainement un problème technique. Voilà, c'est effectivement le frein majeur hein, qu'on peut rencontrer. On avait cadencé ça de la manière suivante, à peu près entre 15 et 20 minutes de présentation par Laetitia. Je lui laisserai expliquer ce qu'elle a fait. Et puis ensuite, à peu près aussi 15-20 minutes autour de questions-réponses et d'organisation pratique de la suite des événements. Globalement, tout le monde avait l'air satisfait en fin de matinée. Et on a donc mis en place pour demain un rendez-vous téléphonique qui va être la suite de l'infocall, finalement, pour chacune des personnes qui étaient présentes. Si Laetitia veut illustrer le vécu, puisque c'est elle qui a présenté, moi je n'étais que la co-animatrice, parce que finalement, on s'est dit que pour veiller à la bonne attention des participants, pour qui c'était peut-être une grande première, d'être deux, ça nous a aidé puisque moi j'étais plutôt à l'observation de ce qui pouvait se passer, la possibilité d'envoyer des petits éléments de communication par le chat, comme on le fait d'ailleurs entre nous là cet après-midi, pour permettre de relayer des questions ou tout simplement des petits problèmes techniques parce que de temps en temps il y en a qui perdaient le son ou l'image. Voilà, si Laetitia elle veut compléter. Bonjour à tous, donc moi Laetitia Tan, je suis référente économique du coup pour le Greta Adler sur le hashtag Avenir. Donc on a co-animé ce matin avec Françoise notre première RIC virtuelle. Donc nous, c'était un peu comique mais ça s'est plutôt bien passé visiblement. Donc ce qui s'est passé nous déjà en termes de communication au démarrage, on a communiqué comme on faisait habituellement, j'ai envoyé un mailing à tous les prescripteurs habituels. Certains nous avaient déjà sollicité pour leur dire qu'on ne les oublie pas. On organisait un format de réunion d'information collective un peu atypique, mais qu'elle avait le mérite d'exister pour les personnes qui étaient intéressées. On a choisi d'utiliser le format Google Forms pour tout ce qui était inscription, pour venir compléter les prescriptions habituelles sur Kairos, pour faciliter le travail des CIP, que ce soit au Pôle emploi ou à la mission locale, même ceux qui ont mis Kairos Google Forms, qui a plutôt bien fonctionné. Et ça s'est fait assez rapidement dans la mesure où on a envoyé le mail mercredi et on a eu à peine une semaine entre l'envoi du mail au prescripteur et là la réunion d'information ce matin. Donc à peu près, oui, une dizaine d'inscrits, ouais, 10 inscrits comme disait Françoise. Donc plutôt un bon retour. C'était plutôt des personnes envoyées par la mission locale, des personnes assez à l'aise avec l'outil informatique. Donc je pense que ça a facilité aussi. On n'a pas eu trop de problèmes au niveau de la compréhension de Zoom, etc. Donc dans le déroulé de la réunion d'information, on s'est déjà présenté, on a fait un petit laïus sur comment fonctionnait le logiciel, comme vous l'avez fait, pour couper les micros, le pouce en l'air qu'on est content, tout ça pour vraiment que tout le monde puisse interagir. Et c'est vrai que c'était assez agréable de pouvoir avoir un retour, au moins visuel de ce côté-là. Une partie présentation du dispositif. Donc, on l'avait vraiment fortement réduit, on n'avait que 4 diapos, de manière à ne pas les perdre et beaucoup de visuels, de façon à ce que ce soit vraiment assez parlant et court, pour pas les perdre en route, on va dire. Suite à ça, des questions-réponses, on n'a pas eu de questions. Je pense que c'est aussi assez intimidant. Le format est assez intimidant. Ils nous les poseront certainement en entretien individuel par la suite, mais là, on n'a pas vraiment eu de questions.
Et après ça, on leur a proposé du coup de faire un entretien téléphonique le lendemain. Donc, on les aura demain au téléphone. En leur envoyant du coup, pareil, généralement quand on fait une réunion de formation collective, on leur donne le dossier papier à remplir tout de suite. Là-bas, c'était pas possible. Donc, on a créé un formulaire Google Form de candidature, de façon qu'ils puissent le faire chez eux. Ils ont l'après-midi pour le faire. Et nous, on l'aura comme support demain avec Françoise pour passer les entretiens. Donc voilà, un petit mail à la fin de la réunion d'information collective à l'ensemble des personnes qui étaient inscrites pour les remercier déjà. Et puis pour leur transmettre le lien pour le formulaire à remplir de candidature. Un petit récap, on avait fait un petit flyer pour résumer le dispositif. C'est pareil, on donne beaucoup d'informations en très peu de temps pour qu'ils puissent eux à tête reposée regarder ça. Et le rappel des dates et puis des heures de rendez-vous pour le lendemain. Donc expérience plutôt positive, à voir sur l'avenir comment ça se passe. D'accord. Merci beaucoup d'avoir témoigné comme ça à chaud de votre expérience. Je ne sais pas si ça recueille des questions, voilà, des réactions. Est-ce que peut-être d'autres ont essayé un peu le même genre de modalités et ont le même retour ou des retours différents, des précautions à prendre Quelqu'un d'autre veut prendre la parole, peut-être? Oui, Jean-Marie Conseil, Forgec Nord 2000, le groupement de Dieppe. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, alors juste une question très très simple, puisque vous savez que chez nous c'est un peu spécifique, puisqu'on n'a pas eu le temps de faire grand-chose avant le confinement. Ma question est très simple, c'est est-ce que dès maintenant on peut relancer vraiment l'information complète comme c'est prévu dans l'engagement pédagogique, évidemment y compris avant avec les prescripteurs. Donc voilà, sachant qu'on a aussi un échange prévu demain avec Adeline Di Césaré. Mais voilà, je vous pose la question dès maintenant. Alors, vous êtes effectivement dans une situation un peu à part, Monsieur Conseil, puisque votre marché n'a pas démarré avant le confinement. On avait eu l'occasion de l'évoquer. Et là, ce qui est écrit dans le guide, c'est que finalement, il nous faut bien un ajustement de votre proposition pédagogique avant de démarrer le marché. Donc, ça veut dire que faut respecter ces contraintes-là par rapport pour trouver le bon timing pour donner de l'information aux partenaires et organiser les informations collectives, quoi. D'accord. Ok. Merci. Bien. Est-ce que du coup il y a d'autres questions ou est-ce que on part sur le deuxième témoignage? Je reviens vers toi, Caroline. Alors, peut-être que tu y reprendras après, ou après le deuxième témoignage, mais pour ne pas oublier une question qui a été posée tout à l'heure sur la possibilité ou pas de redémarrer en fait le présentiel avant le 1er juin. Quelqu'un posait cette question-là. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas vu effectivement. Merci Christophe. Oui, donc s'agissant d'Hashtag Avenir, donc les marchés ayant démarré, ce qu'on attend de vous, c'est que finalement, vous repreniez vos engagements pédagogiques et si vous estimez qu'il y a des évolutions significatives de votre offre, que vous nous transmettiez au plus tard fin mai votre proposition ajustée à partir de la trame qu'on vous a fait parvenir avec le guide du déconfinement. Voilà. Mais ça veut dire que finalement, vous pouvez dès à présent vous mettre en dynamique pour réintégrer du public, voilà, en adaptant évidemment vos modalités au regard du contexte. Donc l'idée, c'est de refaire démarrer la machine. Surtout, j'insiste sur le fait que l'équipe des chargés de mission là, qui sont tous présents sont à votre disposition si jamais vous avez des inquiétudes de si je fais ça, est-ce que je suis d'équerre par rapport aux attendus du cahier des charges, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin voilà, n'hésitez pas. Mais oui, l'idée c'est bien de faire de vous permettre des entrées. D'ailleurs, vous le savez, même pendant la période du confinement, de toute façon, on vous avait déjà permis de faire des intégrations sur la brique 4, puis après sur la brique analyse des besoins. Donc là, ça veut dire que l'idée, c'était de réamorcer la pompe. Voilà, là, on sait qu'il y a des premiers démarrages plutôt la semaine du 25 mai, le temps de vous organiser par rapport
pour mettre en place, vous assurer des conditions de sécurité sanitaire. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Ok. Ok, on passe au deuxième témoignage du coup. Oui, alors c'est Monsieur Bechlaoui pour nous parler de la phase d'analyse de besoins. Si Monsieur Bechlaoui veut bien. Oui. Bonjour. 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 Bonjour, Christophe Bechlaoui, éducation et formation, et responsable des dispositifs #Rouen pour le lot, pour le lot de Rouen. Donc effectivement. Vous avez possibilité d'activer votre caméra? Oui, tout à fait. Voilà, juste pour que ce soit plus sympa quand. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous m'avez demandé de porter témoignage de ce que l'on a pu mettre en place. Donc, le #Avenir Rouen a repris le préalable, a repris son activité progressivement depuis fin mars, où nous avons assuré un accompagnement de nos bénéficiaires en situation de formation à distance. Donc pour ce faire, nous avons au préalable de cette reprise mis en place une enquête que l'on a appelée enquête de profil numérique qui visait à deux choses. La première, déjà d'évaluer la volonté des différents bénéficiaires qui étaient en entrée à l'orée du confinement au 16 mars du dispositif, donc qui basculaient sur la brique d'analyse des acquis et des besoins de formation, donc d'évaluer avec eux leur motivation, leur volonté de poursuivre avec nous toute ou partie leur accompagnement de situation de formation à distance, et aussi d'établir une cartographie avec eux des moyens disponibles, des moyens individuels disponibles pour pouvoir suivre en confort aussi le dispositif, pour qu'on puisse maximiser l'efficacité de ce que l'on a déployé pour maintenir le lien avec l'ensemble des bénéficiaires du secteur. Donc, ça nous a amené à déployer donc ce questionnaire, qui est un questionnaire numérique qui a été mis en main aux différents conseillers uniques encore actifs pendant la période de confinement. Nous étions sur un groupement où l'activité n'a pas été maintenue dans tous les membres de manière homogène, donc il a fallu identifier clairement les ressources disponibles. Donc, une fois que ce questionnaire a été mis en main, ça a fait l'objet d'une campagne d'appel direct auprès de chaque bénéficiaire pour le questionner sur ces deux aspects, lui exprimer qu'on avait la possibilité de continuer à travailler avec lui sur cette brique 2 et évaluer avec lui les moyens disponibles. Ça nous a permis de toucher près de 165 bénéficiaires lors de cette campagne, avec 113 reprises effectives qui se sont déployées sur le mois d'avril. En deuxième partie de cette action, donc, ça nous a engagé à mettre en place un planning d'accueil d'évaluation en compétences générales, la mise en place d'un planning aussi d'ateliers collectifs en ligne sur de la valorisation de trajectoires et de compétences, ce qui nous a amené à avoir sur le mois d'avril près de, je vais vous donner le chiffre exact parce que j'ai les chiffres sous la main, près de 500 ateliers et évaluations disponibles et qui ont été mises en place en situation de formation à distance. Donc ça, c'est sur le retour d'expérience de ce que nous avons pu vivre pendant cette période de confinement. Ça aussi nous a appelé à outiller les équipes pour pouvoir évoluer en confort dans ces situations de distanciel qui n'étaient pas nécessairement un acquis culturel dans les pratiques professionnelles des différents intervenants, conseillers, coordinateurs, comme pour nos bénéficiaires. Donc on a essayé d'instrumenter le dispositif à l'aide d'outils en ligne pour permettre l'échange d'informations, parce que la situation de distance peut amener les interlocuteurs à se noyer d'emails, de messages. Donc on a essayé de trouver des axes de simplification, méthodologie de travail pour rendre les choses plus souples et plus confortables. Par ailleurs, pendant cette période de confinement où tout était à 100% à distance, on a adjoint à l'organisation des briques à destination des bénéficiaires comme un questionnaire de fin d'atelier d'évaluation
qui nous a permis aussi de gérer le présentéisme et contenant par ailleurs aussi une évaluation entre guillemets qui vient de la satisfaction, qui nous donnait des indicateurs aussi plus qualitatifs de l'appréciation qu'ils ont pu avoir, qu'on pouvait leur proposer en situation à distance. Donc ce mois d'avril nous a permis d'acquérir cette expérience et puis d'asseoir un certain nombre de pratiques encore à améliorer et à optimiser au sein du groupement de Rouen. Donc là, dans le cadre du déconfinement, on s'inscrit dans la continuité de cela. On va être dans une activité progressive avec plus de distance vers moins de distance à terme. Donc on renforce actuellement nos plannings d'accueil brique 2, donc la brique d'analyse des acquis et des besoins de formation, toujours avec des possibilités pour les conseillers uniques de planifier des évaluations qui se dérouleront totalement à distance. Et aussi, on introduit là progressivement au sein du groupement qui va retrouver une activité entre guillemets normale, globalement aux alentours du 25 mai, des plages d'accueil présentiel qui sont dans un premier temps à réserver au public les plus fragiles, ceux qui ont été très éloignés de cette situation de reprise, où on va être à même de les recevoir en nombre réduit, avec dans le respect de toutes les contraintes sécuritaires au contexte sanitaire, pour pouvoir les recevoir cette fois-ci en centre, pour leur permettre de progresser dans cette brique d'analyse des acquis qui les mènera à terme à basculer sur une brique de construction de projet que nous avons aussi par ailleurs mis en place entre guillemets au mois d'avril en formation à distance. Donc on s'inscrit dans cette continuité, donc on renforce nos plannings. On a aujourd'hui un accueil formation à distance qui est relativement bien lancé. On renforce les plages pour permettre aux conseillers uniques, on dit que donc sur les 165 personnes contactées, nous en avons identifié, par exemple, pour vous donner le chiffre très précis, 38 personnes qui étaient réellement dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit avec nous en situation à distance, de faire reprendre ces personnes-là, de leur faire reprendre leur parcours. Donc on maintient notre formulaire, notre questionnaire de profil numérique pour pouvoir affiner les approches, pour pouvoir construire des plannings de progression qui soient totalement adaptés au profil des bénéficiaires sur une échelle de capable de suivre le dispositif tout à distance vers incapable. Et pour le coup, on doit prévoir, on met en place des plages présentielles. De la même manière, sur la brique de construction de projet, la pratique est la même. Nous avons ouvert la possibilité d'accueillir en construction de projet en FOAD. Nous complétons actuellement ce planning-là avec l'opportunité aussi d'accueillir en centre progressivement, toujours sur des profils les plus éloignés du numérique. Et on continue à renforcer le dispositif dans ce sens-là avec des perspectives de reprise d'activité progressive, un retour à la normale dans les échéances que vous avez arrêtées. Ça a nécessité par contre pour nous une adaptation très forte du dispositif. La découverte pour certains acteurs et partenaires du groupement de Rouen du caractère parfois chronophage des activités à distance quand on n'a pas l'habitude de les gérer, et donc une régulation et un ajustement qui s'est fait par la mise en place d'un certain nombre de processus qui aident à gérer ces situations-là, et on continue à avancer dans ce sens-là. J'espère que ça répond au témoignage que vous m'avez demandé de faire. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Béchelaoui. Oui, tout à fait. Je pense que c'est intéressant. Et j'espère que, je ne sais pas, là, s'il y a des réactions par rapport à vos témoignages, je trouve que dans ces situations-là, on se sent parfois un peu isolé sur comment s'y prendre. Et voilà, même si vous êtes tous au sein des groupements, et donc pouvoir entendre finalement comment les mesures prises les uns par les autres, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Ce que j'entends, c'est que du coup, vous êtes plutôt sur une logique de parcours mixte, dans l'idée finalement de faire revenir un peu tous les stagiaires en centre, voilà. Et puis qu'il y a aussi une individualisation pour des publics que vous avez repérés comme vraiment étant éloignés
du numérique et là faire le choix finalement d'envisager plus de présentiel pour répondre à leurs besoins. C'est ça, c'est qu'on n'a pas souhaité reprendre brutalement fermer des indicateurs. Tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir suivre en confort un dispositif qui était à l'origine, il faut resituer le contexte. Avant le confinement, nous étions sur un 100% présentiel, un dispositif traditionnel, vers lequel on a basculé quasi immédiatement, très vite, progressivement entre le 16 mars et fin mars, à une réflexion où il fallait le déployer totalement à distance, sur des publics qui n'étaient pas nécessairement prêts à ça. Donc, du coup, notre préalable a été effectivement d'aller vers les bénéficiaires qui étaient en entrée et ceux qui étaient déjà entrés pour évaluer leur capacité à basculer avec nous, en fait. Avant même de commencer à nous-mêmes basculer, il fallait pouvoir opérer des constats, quoi. Et tout le groupement s'est investi. On a eu une campagne d'appel. L'ensemble des membres du groupement ont fait du phoning pendant une bonne semaine pour aller chercher un par un les bénéficiaires et puis expliciter déjà les choses et expliquer et rassurer sur comment les choses allaient pouvoir se faire et continuer. Donc déjà, rétablir du lien avec les bénéficiaires, donc donner de l'information et puis immédiatement avec eux sonder la capacité réelle. Et même en faisant ça, on s'est rendu compte que parfois les bénéficiaires surestimaient leur capacité à travailler avec nous à distance. On s'est retrouvé sur 2-3 cas où le bénéficiaire apparaissait totalement à même travailler avec nous à distance. Il avait largement sous-estimé le degré d'autonomie qui est nécessaire pour travailler en situation de distance. Entre être capable et y parvenir, c'est pas la même chose. Ça nécessite une bonne appréciation de sa capacité à être autonome aussi. Souvent, c'est traduit, c'est l'isolement de l'information à distance qui n'est pas pareil quand on y est vraiment en situation à distance. Ça peut comprendre d'une manière beaucoup plus ciblée, puis aussi mettre les publics en situation, tendre à essayer de les mettre en situation de réussite face à cette mise à distance de leur accompagnement. D'un autre côté, on a renforcé aussi le suivi individuel, qui a beaucoup compensé parfois les situations d'évaluation, parce que la brique 2, c'est essentiellement de l'évaluation. On est dans la construction d'un livrable qui prépare à la brique 4 de construction de projet. Et donc, les entretiens individuels à distance se sont renforcés aussi en parallèle avec une très forte mobilisation de l'accompagnement des conseillers auprès de leurs bénéficiaires. Oui, je pense qu'effectivement, la référence pédagogique a dû vraiment prendre tout son sens pendant cette période dans l'idée de maintenir la dynamique, de coacher les stagiaires, quoi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Je rebondis sur quelqu'un qui parle dans le chat, en effet, de l'importance d'une enquête préalable de profil numérique. Voilà. Je rebondis dessus parce que quand on a dans les webinaires, on continue à former, on a plusieurs fois donné la parole aux formateurs et c'est des choses qui sont revenues beaucoup, disant mais finalement on ne savait pas, alors nous on ne connaissait pas forcément nos capacités en fait à former à distance, déjà nous en tant que formateurs, mais surtout on ne savait pas à qui on avait à faire en face exactement en tant qu'apprenant. C'est-à-dire il y a ceux qui, comme vous le dites, ont des outils mais savent pas l'utiliser, ou alors on pense savoir l'utiliser mais ne le savent pas vraiment. Il y a ceux qui n'ont pas d'outils du tout. Il y a ceux qui ont un outil qui n'ont pas de connexion, etc., etc. Donc il y a vraiment une pluralité de situations à laquelle il a fallu faire face d'une manière spontanée et trouver les meilleures solutions. Mais l'idée peut-être à l'avenir, c'est de se dire finalement, quand on reçoit un stagiaire ou un nouveau stagiaire, un nouvel apprenant, est-ce qu'il n'y a pas un profil numérique de toute façon à demander parce que le numérique il est là et il va revenir, parce que les périodes de confinement telles qu'on les a vécues, malheureusement, on risque de les revivre. Voilà. Et se dire comment est-ce que je me prépare à différentes possibilités en graduant peut-être, soit les contenus, soit les manières de travailler avec les uns et les autres, en individualisant. On parle beaucoup d'individualisation en termes de pédagogie, en termes de contenu. Il y a peut-être aussi de l'individualisation sur des types de fichiers envoyés à des personnes qui ont peu de connexion. Envoyer plutôt un fichier Word plutôt qu'un fichier PDF parce que ça consomme moins de bande passante, etc. Alors, bon, je vais peut-être un peu loin, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un questionnement
sur le profil numérique, hein. J'aime bien cette appellation, sur le profil numérique en fait de l'apprenant, à la fois sur les outils qu'il a, sur la connexion qu'il a et sa capacité qu'il a à utiliser tous ces outils et qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui. Et j'en profite, alors je rebondis aussi pour vous dire que comme c'est un sujet qui nous taraude pas mal, hein, dans Communautique, en fait on a proposé à un organisme de formation qui a cette pratique-là, de venir nous en parler dans un webinaire la semaine prochaine, c'est mercredi prochain. Voilà, il faudra aller sur Communautique, je n'ai pas encore mis en ligne, mais ça ne saurait tarder. Et je pense qu'on n'aura pas toutes les réponses mercredi prochain, mais ce sera peut-être le moyen de travailler ensemble sur ce profil, sur ce profilage. Ok, super. Est-ce que par rapport au témoignage de M. Béchalaoui, est-ce qu'il y a d'autres réactions où certains veulent en rebondir pour parler de leur expérience? Bonjour. Bonjour. Donc François Rossignol, directeur d'éducation et formation. Donc mandataire des lots d'Évreux, Rouen et Pays de Caux. Et par ailleurs, co-traiteur d'autres lots. Moi, je voudrais revenir, si possible, sur le problème des sectoriels. Je crois que ça a été dit au début. On sait qu'elles vont être très difficilement organisables d'ici le mois de septembre et peut-être au-delà, puisque le calendrier en fait est complètement chamboulé d'abord pour les organismes qualifiants qui doivent reprogrammer leurs actions et on comprend bien ces organismes vont prioriser leur démarrage des actions qualifiantes et par ailleurs les capacités des plateaux techniques sont à revoir en général à baisse comme dans tous nos centres. Et c'est vrai que la sectorielle, c'était un élément fort hein, du dispositif pour essayer de mettre le plus vite possible des personnes en situation, dans une perspective d'élargissement des choix. Par ailleurs, on l'a dit aussi, les stages en entreprise risquent d'être difficiles à trouver et organiser. Et un autre élément était les bancs d'essai qui devenaient venir compléter tout ça. Or, voilà, l'appel à projet a été repoussé à, je crois, fin septembre, hein, le rendu. Donc moi, j'ai une question en fait à poser. Est-ce qu'on pourrait envisager à l'intérieur des groupements, là, dans la configuration conventionnelle actuelle, d'organiser des bancs d'essai? Parce qu'un qualifiant, s'il n'a pas la capacité d'organiser une sectorielle de 6 semaines, il peut peut-être alors prendre soit à titre individuel des stagiaires en banc d'essai pour compléter, il a une place ou deux sur un plateau ou dans un groupe et on pourrait organiser un banc d'essai alors de quelques jours, hein, un format plus le format banc d'essai là, d'une journée à 5 jours par exemple. Alors à titre individuel, et là ça pourrait peut-être se jouer avec le fonctionnement sur la brique 4, le projet. Et puis sinon, si on pouvait organiser des groupes, parce que par exemple un qualifiant s'en va en stage pendant 1 ou 2 semaines, il y a un plateau technique qui est disponible, il y a du temps formateur disponible au sein du qualifiant, et pourquoi pas organiser là des bancs d'essai en groupe, et pourquoi pas là du coup en utilisant le conventionnement BRIC 5 et la fameuse hors groupe. Oula. Ça serait une action sectorielle, mais réduite. Ouais, je suis pas sûre d'avoir saisi la fin de votre proposition. Alors juste, là du coup, ça fait une question très très longue juste à la fin et un sujet, je sais, qui est très attendu de votre part. Juste, premier élément de réponse que je vous dirais, c'est
l'attendu au travers des actions sectorielles, c'est bien de permettre à un groupe de découvrir des métiers en tension, notamment par rapport à une mise en situation. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, finalement, le contexte fait que il est compliqué de réunir un groupe, compte tenu de la distanciation physique qui est attendue, que la mobilisation des périodes d'immersion en entreprise sont compliquées, voilà. Et donc, au regard de tous ces éléments-là, peut se poser la question de votre capacité à mettre en place des actions sectorielles sous le format qui est attendu. Voilà. Juste, je dirais par rapport à ça que l'action sectorielle est un outil qui permet d'atteindre un des objectifs du dispositif #Avenir, à savoir découvrir des métiers. Or, cet objectif, il n'y a pas que dans la brique action sectorielle qu'on cherche à l'atteindre. Il y a aussi dans toute la thématique 1 de la brique construction de projet. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas en capacité finalement de répondre aux attendus de l'action sectorielle, pourquoi pas plutôt faire évoluer votre offre et enrichir votre offre proposée dans le cadre de la construction de projet pour permettre à des publics plus largement de découvrir plus de métiers autrement. Voilà, ça c'est un premier élément de réponse. Par rapport à la question des bancs d'essai, alors ça, le banc d'essai, c'est un terme, mais finalement, nous, ce qu'on attend de vous, qui renvoie peut-être à une manière d'utiliser les plateaux techniques du qualifiant pour permettre au public de découvrir, il me semblait que dans le guide des confinements, c'était spécifié le fait que, bah oui, on entend qu'il est difficile de mobiliser des stages en entreprise, donc, et que finalement, les plateaux techniques du qualifiant peuvent être un autre moyen pour nos publics, finalement, de découvrir les métiers. Donc, à vous de voir finalement comment ça peut être mobilisé, cet outil, au service de la découverte des métiers. Donc là-dessus, oui. Enfin, voilà. Par contre, juste le terme banc d'essai, c'est un terme spécifique voilà, qui renvoie à une réalité d'une mise en œuvre, mais ce qu'on veut bien, c'est finalement ce qu'on veut que vous nous spécifiez, c'est j'utilise l'outil du plateau technique qualifiant à tel moment, de telle manière. Enfin, voilà. Je ne sais pas si je suis claire par rapport à ma réponse. Oui, vous nous dites que c'est possible. Moi, je voudrais quand même évoquer l'aspect économique. Parce que là, si on le fait dans le cadre de la construction de projet, il y a un taux de l'heure qui est nettement inférieur à celui qui est prévu pour la sectorielle quand on rapporte une heure groupe à une heure stagiaire, c'est pas les mêmes taux. Voilà. Ouais. Et donc, si on organise dans le conventionnement actuel, hein, un groupe spécifique, alors adapté en plus aux nouvelles configurations. En gros, on a à peu près tous des capacités d'accueil réduites de 50% là aujourd'hui en présentiel. Hein. Quand je fais le tour là des confrères, les capacités d'accueil de nos centres, c'est en gros 50% en moins qu'avant. Bon, voilà. Donc, si là où on montait un groupe de 12, on avait prévu un groupe de 12, il y en a plus que 6. Et si on utilise le tarif horaire de la construction, pour notre part, là, on doit être à peu près à 7 €. Voilà, le qualifiant risque de nous dire, monter un groupe de 6 à 7 € de l'heure pour faire un banc d'essai, je vais pas m'y retrouver. Ce tarif-là, il est possible si je place un stagiaire en individuel sur un groupe qui existe déjà et qui vient compléter une place disponible. Par contre, si je monte un groupe spécifique, et ça arrive dans les organismes qualifiants, malgré tout, il y a des périodes où il peut y avoir parce que les groupes s'en vont, parce qu'ils sont en distanciel, parce qu'il y a un trou à boucher et qu'il y a une place disponible. À ce moment-là, ça serait dommage qu'on puisse pas organiser une découverte du plateau technique, de la filière, des métiers dans l'organisme et de mettre aussi les stagiaires en situation, parce que c'est quand même ça qui est important. Hein. Dans un dispositif de découverte métier, la mise en situation et dans un dispositif d'orientation, la mise en situation, c'est quand même principal.
On est complètement d'accord là-dessus, Monsieur Rossignol. Alors, sur profiter d'une action qualifiante collective en cours pour permettre à un stagiaire de venir découvrir et tester un métier, enfin, là-dessus, oui, c'est la logique de l'appel à projet hashtag action qu'on a lancé là. Et là, j'en profite pour préciser que la date de réponse est le 15 juin. Hein. Donc, n'attendez pas septembre parce que sinon vous serez à côté vous serez à côté. Voilà. Donc le 15 juin. Comment? Oui, c'est 15 juin. Ça n'a pas été repoussé? Ah bah, le 15 juin, c'est déjà repoussé. J'ai plus en tête la date initiale, du coup. Peut-être qu'Adeline, tu peux nous redire. Je ne sais plus ce qu'était la date initiale. C'était début mai. C'était début mai, ouais. Donc, voilà. Allô? Merci, Adeline. Ça a acheté un froid. Ouais. Bon, je pense que là, il y en a d'autres qui vont réagir, qui vont dire, mais je suis d'accord, moi aussi, 15 juin, c'est un peu tendu. Ah oui, là, moi, je veux bien le dire, effectivement. C'est très, très tendu, Caroline, mais vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Oui, bah écoutez, j'en ai encore échangé hier, donc la position, c'est de maintenir le 15 juin, et puis écoutez, on fera un état des lieux. Si jamais, si vraiment on n'a pas d'offre, bah, on se posera la question de relancer, mais là, l'idée, c'est que le calendrier, il a déjà été beaucoup reculé, et peut-être que finalement, c'est peut-être l'occasion de voir une première version de vos propositions, peut-être pas peaufinées comme vous auriez voulu, mais voilà, peut-être. Donc, mais non, a priori, la date du 15 juin sera maintenue. C'est surtout parce qu'on a aussi l'aménagement des modalités pédagogiques de toute notre offre région à renvoyer pour le 31 mai. C'est ça qui nous bloque. Je sais bien. Absolument. Ouais. On note. Et tout est enregistré de toute façon. Donc, oui, sur la modalité. Donc là, sur action sectorielle, moi, je dis attention à pas vouloir absolument vous embarquer sur je veux maintenir ma programmation coûte que coûte, voilà, au risque peut-être de me mettre en difficulté parce que je ne serai pas dans le respect du cahier des charges, à savoir favoriser la mise en situation, avoir une stagiaire en minima en simultané. Moi, je vous inviterai plutôt à enrichir votre offre construction de projet et permettre des immersions sur des outils, plateaux techniques des organismes du formation du qualifiant. Là, finalement, à vous, enfin, nous, il n'y a pas des obligations de moyens, enfin, c'est plutôt des objectifs pédagogiques à atteindre. À vous de nous faire des propositions sur, compte tenu du contexte, quelles sont vos propositions pour permettre d'atteindre les objectifs. Je ne sais pas si donc la balle est un peu dans votre camp par rapport à ça et on est à l'écoute de vos propositions, quoi. Et du coup, la proposition qui serait aussi de baisser le nombre de personnes en simultané, Caroline, sur les actions sectorielles. Alors ça, cette proposition, pareil, question-réponse, a été répondue. Il n'est pas question pour le moment de modifier ce terme du contrat. Pour répondre à Monsieur Rossignol, il était spécifié dans le guide, et puis je pense que vous êtes tous au courant, le fait qu'on a mis en place un groupe de travail avec des représentants de vos organismes, dans l'idée de finalement vous nous fassiez remonter sur finalement quels sont tous les postes qui sont impactés par la situation, enfin toutes les évolutions que vous envisagez pour vous mettre des cartes, pour remettre en place des actions de formation dans des conditions de sécurité sanitaire. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que vous nous fassiez remonter tous les impacts et que nous, on puisse voir comment on peut réévaluer vos coûts horaires. Mais c'est bien réévaluer vos coûts horaires, pas modifier les termes de nombre de stagiaires en simultané pour payer leur groupe, quoi. Pour l'instant, ça ne fait pas partie des réflexions qui sont envisagées. Et les 8 stagiaires sont en simultané sont nécessairement les 8 en présentiel, ou il pourrait y en avoir 4 en présentiel et 8 en distance et 4 ou plus en distanciel. Alors normalement c'est 8 en tout, 4 là comme ça. À partir du moment où vous êtes en mesure de justifier que finalement la session était bien composée de 8 stagiaires, moi j'aurais envie de dire que oui, c'est possible. Ouais. Du coup, vous voulez dire 4 sur un plateau, 4 potentiellement qui seraient en immersion en organisme de formation qualifiante, pendant 4 sont plutôt en distanciel, du côté à distance, je sais pas. Oui, alors on mène la sectorielle, l'organisme qualifiant mène sa sectorielle, mais il a réorganisé son offre pour pouvoir de façon simultanée et concomitante former les personnes à la fois, parce que dans la sectorielle, il n'y a pas que du plateau technique,
il y a tout ce qui est découvert des métiers de la filière, des interventions, des webinars, des vidéos, voilà, découverte des métiers, des filières et tout ça. Et donc, pour pouvoir, parce que ça va être précieux là, ce temps d'atelier, puisqu'il va y avoir moins de place et donc avoir voilà, en même temps, par exemple 4 personnes ou 6 parce qu'il a 6 places dans son atelier, mais pour pouvoir atteindre à minima les 8 ou les 10 ou les 12 qu'on inscrit sur l'action, s'occuper en même temps des autres à distance. Ça, c'est peut-être possible pédagogiquement. Ah, peut-être. Sinon, on risque de se retrouver dans une situation de tout ou rien. C'est ça et je crains que ça soit rien avant un bon moment, quoi. Alors, de ce côté-là. C'est ça Ouais, rien. Après, je renouvelle le fait que, attention, au regard des attendus de l'action sectorielle, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution de absolument vouloir déployer toute la programmation qui était prévue. Voilà, et que ce n'est pas pour ça qu'on n'atteindra pas les objectifs du dispositif. Il y a le fait aussi que finalement, cette logique d'articulation de l'action sectorielle pour alimenter le sourcing des actions de formation qualifiante dont toute la programmation va être bouleversée, enfin voilà, c'est peut-être se compliquer la vie. Enfin, je ne sais pas, hein, mais là, c'est à vous de mesurer tous les tenants et les aboutissants. Et voilà. Et l'idée, c'était peut-être de vous donner des pistes et des éléments de réflexion au travers de ces échanges. Voilà. Et puis vous dire que aussi, enfin, vous allez travailler donc du coup sur des nouvelles propositions pédagogiques adaptées. Voilà, si vous avez des questionnements, vous pouvez vous rapprocher des chargés de mission pour en échanger et on verra comment au fil de l'eau on peut vous apporter des réponses dans les prochains jours par rapport à ça. Je pense qu'on est en train de déborder sur le timing. Donc je vous propose d'arrêter là. On avait prévu un petit temps de débrief, mais sur 1 heure, je pense que c'est un peu court. Ce que je vous propose, alors comme je vous le disais en introduction, c'est qu'on était sur un essai finalement pour tenter de vous faire échanger entre vous, de témoigner, d'être sur une logique d'échange de pratiques. On a envie de renouveler cet exercice avec un rythme régulier. Voilà, ce que je vous propose, c'est comme vous allez avoir des échanges d'ici la fin de semaine prochaine avec les chargés de mission référents, c'est peut-être d'exprimer votre satisfaction ou non la satisfaction par rapport à ce premier webinaire, des propositions peut-être de thématiques qui pourraient être abordées, de contenu, enfin voilà, on est à votre écoute puisque l'idée c'est bien de répondre à vos besoins par rapport à ces webinaires. Voilà. Je vous remercie tous, en tout cas, d'avoir répondu présent, d'avoir participé, enrichi les échanges. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à toutes et tous. Juste un petit mot pour vous dire que donc l'enregistrement sera disponible dès demain. J'enverrai le lien à Caroline qui pourra vous le renvoyer. Et je viens aussi de faire un copier-coller de tout le chat parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu voir, il y a quelques questions, etc. Aussi que je vous enverrai, j'enverrai à l'équipe de Caroline de manière à ce que tu puisses de ton côté voir s'il y a affaire à alimenter la foire aux questions. Eh bien, merci à toutes et tous et bon après-midi. Merci beaucoup.